Grete Stern, c'est une de mes plus belles découvertes depuis que j'ai commencé ce compte. C'est une artiste qui est encore assez peu connue, beaucoup moins connue par exemple que Dora Maar dont on a parlé la semaine dernière, et je trouvais ça super intéressant de parler de ces deux artistes l'une après l'autre parce qu'il y a pas mal de parallèles assez surprenants entre leurs deux vies. Elles ne se connaissaient absolument pas, mais elles ont eu une vie plus ou moins parallèle, outre le fait qu'elles aient toutes les deux un fort lien avec l'Argentine puisque Dora Maar y a passé son enfance et Grete Stern la fin de sa vie. Outre ce hasard, elles font toutes les deux partie de cette génération de femmes qui, entre les deux guerres, se sont largement émancipées. Elles ont toutes les deux ouvert de façon indépendante un studio photo, toutes les deux travaillé dans la publicité, souvent pour les mêmes marques. Elles ont toutes les deux connu un assez grand succès critique avec leur photographie. Elles travaillaient avec les mêmes moyens d'expression, donc la photo, le photomontage. Elles ont toutes les deux fait partie des cercles artistiques les plus avant-gardistes de leur temps et en fait elles ont toutes les deux vu leur destin bouleversé par la guerre et elles ont toutes les deux connu sous des formes très différentes une forme d'exil loin des centres où s'est écrite l'histoire de l'art. Mais Grete Stern est beaucoup moins connue que Dora Maar. Pour tout vous dire, je la connaissais pas il y a encore quelques mois et en fait j'ai vu son nom mentionné une fois, deux fois, trois fois en faisant des recherches sur toutes ces femmes qui gravitaient autour du mouvement surréaliste. À chaque fois en fait il n'y avait pas beaucoup plus d'informations sur elle, il n'y avait pas d'illustrations pour que je puisse voir ce qu'elle faisait, et quand j'ai fini par me décider à taper son nom dans Google pour voir ce qu'elle faisait, que j'ai ouvert Google Images, je me suis dit mais comment c'est possible que je sois passée à côté de cette artiste jusque-là, puisque vous allez le voir, c'est une figure hyper avant-gardiste du féminisme qui a exploré la condition des femmes et leur représentation dans toute la culture visuelle dès les années 20 et ce jusque dans les années 40, 50, 60. C'est une figure en fait sur laquelle j'ai tout de suite voulu faire beaucoup plus de recherches et pour tout vous dire, j'ai fait tout ce petit cycle sur les photographes surréalistes pour pouvoir vous parler d'elle parce que je voulais pousser au maximum mes recherches, je voulais tout connaître d'elle et que tout le monde connaisse tout sur cette artiste. Donc j'espère que ça va vous passionner autant que ça m'a passionné. Donc Grete Stern est allemande, elle est née en 1904 et elle est juive. Donc juive allemande 1904, ça augure, vous vous en doutez, d'une vie assez dramatique. Elle est née dans une petite ville de Rhénanie, donc à l'ouest de l'Allemagne, une petite ville qui s'appelle Elberfeld. Ses parents travaillaient dans l'industrie textile, donc elle a pas mal voyagé en Angleterre, elle a même vécu en Angleterre pendant un temps pour le travail de son père, mais son père est mort en fait en 1914, donc quand elle avait 10 ans, au tout début de la Première Guerre mondiale, et elle a donc grandi pendant cette Première Guerre mondiale, puis sous la République de Weimar, qui était donc un régime qui a connu de grandes difficultés économiques et beaucoup de troubles politiques. Donc c'est le contexte compliqué dans lequel elle a grandi. Elle voulait être designer graphique, donc elle a commencé par faire des études de design graphique, donc à Stuttgart, et elle a travaillé pendant quelques années comme graphiste en Rhénanie, et puis elle a découvert la photographie, et en fait elle a vu ce médium comme une corde qu'elle pourrait rajouter à son arc, une compétence de plus à acquérir pour être une publicitaire plus compétitive. Et en fait, l'entre-deux-guerres en Allemagne, c'est vraiment le moment où il va y avoir une véritable culture de la publicité qui va se mettre en place, où les codes de la publicité vont se mettre en place. Mais à l'époque, les publicités ressemblaient à ça. C'était principalement des représentations de femmes, et c'était des femmes illustrées ou représentées à travers des photographies extrêmement retouchées pour correspondre à un idéal inatteignable. Alors c'est pas du tout la forme de publicité, la forme de création qui intéressait Grete Stern. En fait, elle va quitter la Rhénanie pour aller à Berlin et pour étudier auprès de Walter Peter Hens, qui était un photographe qui développait un langage entièrement nouveau pour promouvoir des biens de consommation. Donc là, pas du tout d'idéalisation, pas du tout de storytelling. Il mettait en fait en scène des objets fabriqués industriellement, mais il les mettait en scène comme des œuvres d'art à contempler pour leur beauté plastique, pour leur design, pour leur modernité. Donc c'était une approche purement formelle et Grete Stern a été sa toute première élève. Elle a raconté qu'en fait il ne lui a rien fait lire, il ne lui donnait pas de livres, pas de théorie à digérer, mais il lui a appris, donc selon les mots de Grete Stern, à réellement voir. En fait il lui a appris parfaitement maîtriser la technique de la photographie, puisqu'en fait selon lui, une fois la photo prise, il ne fallait absolument pas la retoucher.
Donc en 1927, elle commence à étudier avec Peter Hans. En 1928, leur petit cours privé est rejoint par une deuxième élève qui s'appelle Hélène Auerbach et c'est un coup de foudre amical entre Grete Stern et Hélène Auerbach. Elles s'adorent, elles travaillent extrêmement bien ensemble, au point que dès l'année suivante, donc dès 1929, elles décident de créer ensemble un studio photographique. En fait, à ce moment-là, Peter Hans doit les abandonner parce qu'il devient le premier professeur de photographie du Bauhaus. Il va s'installer à Dessau où se trouve le Bauhaus à ce moment-là. Donc le Bauhaus, c'est cette école qui va en fait plus ou moins inventer tous les codes de la modernité, qui va influencer le monde entier dans à peu près tous les domaines créatifs, du textile jusqu'à l'architecture. Donc elles ont étudié auprès de Peter Hans qui va devenir une figure majeure du Bauhaus. Il va même proposer à Grete Stern de continuer à suivre les cours, donc elle va faire pas mal d'allers-retours entre le Bauhaus à Dessau et Berlin, mais en fait quand il quitte Berlin, il leur propose à toutes les deux, donc à Grete Stern et à Hélène Auerbach, de racheter en fait tout son studio, ce qu'elle se décide à faire, et elles créent leur agence de publicité, leur agence de photographie publicitaire, donc à 25 et 23 ans respectivement. Elles vont appeler leur agence Ringel & Pitt, qui était leur surnom en fait respectif quand elles étaient petites. Donc Ringel, c'est Grete Stern, et Pitt, c'est Hélène Auerbach. Vraiment avoir une relation fusionnelle, amicale et de travail, puisque Hélène Auerbach va se voir couper les vivres par ses parents, donc elle va s'installer chez Grete Stern. Elles ont installé le studio photographique chez Grete Stern, donc elles vivent, travaillent au même endroit constamment toutes les deux, et ça va être un duo créatif absolument extraordinaire. Elles vont en fait réaliser de nombreux portraits de leur entourage, et elles vont appliquer à ces portraits les mêmes règles, la même précision technique et la même épure que ce qu'elles ont appris avec Peter Hans. Donc un cadrage toujours serré sur des visages dont elles révèlent en fait les lignes, les courbes, la texture, comme vous pouvez le voir par exemple dans ce portrait de Grete Stern ou dans celui-ci d'Hélène Auerbach. Et en fait, c'est une façon de travailler que Grete Stern va continuer à explorer toute sa vie et que la poétesse Maria Elena Walsh qualifiera de fashion nudity, donc de visage mis à nu, donc dans toute sa vérité. Et donc parmi cette galerie de portraits incroyables qu'elles ont réalisés pendant les quelques années où elles ont travaillé ensemble, on trouve notamment le grand dramaturge et metteur en scène Bertolt Brecht. Donc ça vous donne une idée claire de l'entourage de Ringel & Pitt, de à quel point elle fréquentait toute l'avant-garde allemande à ce moment-là. Dans plusieurs de leurs publicités, elles vont adopter ce même style, donc cette même rigueur moderne, ce même formalisme. Elles se concentrent sur la beauté du produit lui-même, mais très rapidement, elles attachent à ces objets un symbolisme, des émotions. Ce n'est plus vraiment du pur formalisme. Par exemple, pour cette photo de tulle blanc, elles choisissent un slogan, un titre qui est « Fragment d'une mariée ». Et en fait, elles vont rapidement développer un style qui leur est totalement propre, qui est bien plus sophistiqué, bien plus référencé, bien plus rempli de symbolisme que le formalisme du Bauhaus. Elles vont introduire de l'humour, de l'ironie dans leur publicité, ce qui n'existait absolument pas dans la publicité en Allemagne à cette époque-là. Elles vont détourner en fait les codes de la publicité. Par exemple, elles s'attachent à l'image de cette femme qui n'existe pas et qui pourtant peuple les publicités hyper retouchées de l'époque en créant pour Petrolane cette très étrange image d'une femme qui en fait n'est pas une femme puisqu'il s'agit d'un mannequin et ses cheveux ne sont pas des vrais cheveux alors qu'il s'agit d'une publicité pour une huile pour les cheveux, mais c'est une perruque parfaitement mise en pli telle que les portent les New Woman ou les Neufräulein ou les nouvelles femmes finalement, donc cette coupe à la garçonne qui symbolise ces femmes urbaines, indépendantes, qui vivent de façon aussi indépendante que les hommes et qui construisent donc ces nouveaux codes de la féminité. Mais cette Neufräulein fantasmée, irréelle, elle est d'autant plus étrange dans cette publicité qu'en fait elle est vêtue comme une vieille dame, donc avec une chemise de nuit qui appartenait en fait à la mère d'Hélène Auerbach. Donc elle crée un décalage, elle crée plusieurs images dans l'une, plusieurs paradoxes dans une même image. Et puis toujours plus étrange, en fait, cette poupée a une main humaine, une main qui tient le produit. Donc c'est vraiment une image complexe à plusieurs niveaux de lecture qui confronte différents messages, différents modèles de féminité et qui porte un regard critique sur cette construction de la féminité. Donc cette publicité, elle explore un registre, vous le voyez, hyper différent de ce qu'elles ont appris en fait avec Peter Hans et au Bauhaus par la suite. Mais en fait, elles ont dit toutes les deux
qu'elles étaient en fait influencées à cette période-là, qu'elles s'intéressaient à cette période-là, à toutes les formes d'art qui étaient en cours d'invention, à toutes les formes d'art qui pouvaient servir une cause sociale et toutes les formes d'art qui permettaient, avec une démarche politique, de changer les codes de représentation, les codes esthétiques de l'époque. Elles étaient donc intéressées par l'esthétisme du Bauhaus, mais aussi très attirées par le surréalisme et les artistes dada. Elles citent par exemple parmi leurs inspirations le travail de Anna Hauck, qui est une artiste sur qui je ferai probablement une vidéo entière un jour. C'est donc une Allemande aussi qui avait 15 ans de plus qu'elle à peu près et qui est en fait une pionnière du photomontage, une artiste dada donc, et en fait elle utilisait ces photomontages pour dénoncer le rôle de cette figure, donc de la nouvelle femme, de la Neo-Fräulein, qui était donc présentée comme l'égale des hommes, mais qui en réalité était toujours enfermée dans un rôle mineur, dans une construction extrêmement codifiée de ce que doit être la féminité. Et Hélène Auerbach et Greta Stern, elles aussi, ont témoigné du fait qu'en fait, elles ne voulaient pas, à cette période-là, contribuer à créer des images, ces images stéréotypées de femmes qui peuplaient les publicités. Donc elles disent qu'elles n'avaient pas théorisé leur démarche, qu'elles marchaient beaucoup à l'instinct, mais qu'elles cherchaient véritablement, elles étaient vraiment dans une démarche pour créer de nouvelles images, pour créer de nouvelles représentations des femmes et éviter donc ces stéréotypes. Elles ont fait de nombreuses publicités qui vont dans ce sens-là, comme par exemple cette publicité pour Comol, qui est donc un colorant pour les cheveux, où bon là, elles ont refusé la facilité, elles ont refusé de mettre en scène une femme, et où elles ont construit donc ce photomontage qui permet de montrer tout de même de façon très créative les effets de ce produit sur les cheveux. Donc on est en 1933 quand elles réalisent cette publicité, ça fait 4 ans qu'elles travaillent ensemble, elles ont un certain succès critique. Avec cette publicité, elles remportent le prix de l'exposition universelle de photographie à Bruxelles, qui va leur permettre d'apparaître dans de nombreuses publications, donc dans des publications allemandes, aussi dans des publications françaises comme le mythique Cahier d'art. Donc elles commencent à vraiment se faire un nom, elles ont ce succès critique, elles sont remarquées, mais donc on est en 1933 au moment de cette publicité, et 1933 c'est la date où Hitler devient chancelier, donc elles comprennent toutes les deux qu'elles vont devoir très rapidement fuir l'Allemagne puisqu'elles sont toutes les deux juives, et en fait l'arrivée du parti nazi au pouvoir va mettre un terme à cette aventure Ringel et Pitt. Elles vont devoir se séparer puisque Hélène Auerbach va partir en Palestine et Greta Stern va aller à Londres, donc elle a de la famille où elle a des contacts, donc elle part à Londres avec son frère immédiatement, avec son frère et son compagnon qui est Horacio Coppola, qu'elle avait rencontré au Bauhaus, qui était un photographe argentin avec qui elle avait noué donc un début de relation. Donc ils partent tous les trois à Londres, et en fait à partir de ce moment-là, les deux amies, les deux associées ne vont plus jamais vivre dans le même pays, donc elles vont rester amies toute leur vie, mais elles ne collaboreront plus ensemble. Greta Stern va essayer d'ouvrir un nouveau studio de photographie à Londres, mais en fait Horacio Coppola et elle ne se sentent pas bien à Londres. Elle apprend quelques mois après son arrivée que sa mère s'est suicidée. Elle tombe enceinte. Donc Horacio Coppola et Greta Stern se marient en urgence et ils décident en fait de retourner en Argentine, à Buenos Aires, d'où vient Horacio Coppola, et d'élever leurs enfants donc près de la famille d'Horacio Coppola. Et en fait, Greta Stern donc, va arriver en 1935 en Argentine et elle ne va plus jamais quitter ce pays. Elle va extrêmement rapidement s'intégrer à Buenos Aires. Et en fait, même quand elle va se séparer d'Horacio Coppola en 1943, elle ne va pas penser un moment quitter l'Argentine. En fait, l'Argentine, à ce moment-là, c'était une sorte de nouveau monde qui attirait énormément de migrants européens. Un quart de la population argentine était composée de migrants européens, donc c'était vraiment une ville très cosmopolite. Par ailleurs, Horacio Coppola, donc le compagnon de Greta Stern, était déjà connu avant de partir étudier au Bauhaus comme un jeune photographe dont le travail était très intéressant, était très moderne, était assez avant-gardiste. Donc dès son retour, et dès son retour avec Greta Stern, il doit être très bien accueilli par toute la communauté artistique de Buenos Aires. Ils vont exposer quasiment tout de suite à Buenos Aires. Ils vont quand même très rapidement réussir à avoir une situation très stable. Greta Stern va devenir professeure, elle va monter en fait un atelier de photographie au Musée national des beaux-arts, donc elle va contribuer à créer toute la future génération de photographes argentins. Elle va faire des expositions dans sa propre maison
des artistes les plus avant-gardistes argentins, et elle va continuer évidemment à avoir pendant toute sa vie, donc pendant sa vie de ses 30 ans jusqu'à ses 95 ans en Argentine, avoir une production immense de photographie, et à toujours alterner entre ce style donc très formaliste du Bauhaus. Elle va notamment faire beaucoup de portraits de toute la communauté artistique et intellectuelle argentine, mais elle va aussi explorer donc l'aspect plus documentaire de la photo, donc toujours dans cette idée dans tous les cas de pratiquer un art qui a une portée sociale, donc la portée documentaire de la photographie, en allant documenter la vie des populations du Chaco. Donc toujours cette balance entre le formalisme du Bauhaus, le vérisme comme on appellera son style en Argentine, et un goût pour le surréalisme, puisqu'elle va réaliser une série extraordinaire entre 1948 et 1951, une série de photographies qui va être publiée toutes les semaines dans un journal féminin, un journal qui s'appelait Idilio, et en fait pour cette revue féminine, elle va créer donc cette série qui s'appelle Les Sueños, donc les rêves, et c'est une série qui va illustrer une chronique intitulée « La psychologie vous aidera », dans lesquelles des éminents psychologues, si éminents qu'en fait l'un d'eux deviendra professeur à Harvard plus tard, donc 2 psychologues éminents, qui en fait interprétaient sous un pseudonyme les rêves des lectrices et qui leur donnaient des conseils. Alors je pense que tous les psychologues qui regardent cette vidéo doivent se prendre la tête dans les mains en se demandant mais comment des psychologues ont pu accepter d'interpréter des rêves sans connaître la rêveuse, sans connaître sa psyché, sans connaître les circonstances dans lesquelles elle faisait ce rêve. Les féministes parmi vous qui regardent cette vidéo vont rejoindre le public des psychologues atterrés par le concept de cette chronique, puisqu'en fait ces 2 psychologues vont donner d'un ton très autoritaire des interprétations selon une grille extrêmement sexiste des rêves de ces femmes. Ils vont par exemple dire aux femmes qui rêvent de vide, qui rêvent constamment de vide, que ce vide en fait représente le vide de l'absence d'enfants dans leur vie et que la solution à leur problème est d'avoir un enfant. Ils vont expliquer aussi à une autre femme qui est très mal à l'aise du caractère très séducteur de son mari, qui est très mal à l'aise du fait qu'il drague des femmes devant elle et qui rêve constamment qu'il couche avec d'autres femmes. Ils vont dire à cette femme en fait qu'elle fait preuve d'une jalousie immature, totalement maladive, et que son comportement va complètement à l'encontre du comportement que devrait avoir n'importe quelle femme douée d'un peu de sensibilité, qui comprend qu'en fait un homme ne peut pas appartenir qu'à une seule femme et qu'il ne faut absolument pas qu'elle freine la liberté de son compagnon, son indépendance. Et en fait Grete Stern va faire un travail incroyable pour illustrer cette chronique donc extrêmement sexiste. D'abord parce que les images qu'elle va produire contrastent violemment avec l'ensemble de l'imagerie douceâtre du magazine en question, et en fait contraste avec l'ensemble des images disponibles dans la presse à cette période-là. Et ensuite parce qu'elle va utiliser tous les codes du surréalisme et elle va en fait les subvertir, parce que le mouvement surréaliste a fait des femmes avant tout objets, des femmes objets de désir, des supports pour la création, des femmes sources d'inspiration via leur sensualité. Mais Grete Stern, elle va utiliser donc ces codes du surréalisme, elle va utiliser le photomontage pour rendre aux femmes leur agentivité, donc c'est-à-dire leur capacité d'agir, leur capacité à être actrice, à être sujet et non pas simplement objet passif. Et les rêves de Grete Stern, en fait, plus que de simples illustrations des rêves des lectrices, ils vont être une exploration des conditions cauchemardesques dans lesquelles les femmes vivent, dans lesquelles les femmes sont enfermées, donc enfermées au premier degré, hein, littéralement, puisque dans plusieurs de ce photomontage, on voit des femmes donc, dans des bouteilles, dans des cages, enfermées, dévorées, menacées. D'ailleurs, cette image illustre le rêve de la femme qui voyait son mari coucher avec d'autres femmes, et on voit que Grete Stern va livrer une interprétation bien différente de ce rêve que celle des psychologues, puisque là on voit qu'elle considère clairement l'homme comme un prédateur. Et je vous le rappelle, à la toute fin des années 40, et Grete Stern va critiquer ouvertement les rôles auxquels sont assignées les femmes et l'angoisse de devoir s'y conformer. Donc les bébés dans ces photomontages sont terrifiants, les images de beauté parfaite vous font vous sentir
sentir monstrueuse. La vie d'une femme au foyer, entre couches et tâches domestiques, est un supplice de Sisyphe où chaque jour consiste à monter une pierre en haut d'une montagne pour l'avoir dégringolée et devoir tout recommencer. Elle dénonce aussi l'objectification des femmes, notamment dans cette très puissante image qu'elle a plus tard intitulée Artículos eléctricos para el hogar, donc articles électriques pour le foyer. Donc une image où la femme est une lampe, est un objet, donc vraiment une lampe qu'un homme vient allumer ou éteindre en référence à la disponibilité sexuelle dont les femmes doivent faire preuve au sein d'un couple hétérosexuel. Toutes ces thématiques, elles vont être explorées par la suite par les théoriciennes du féminisme, par les artistes qui se revendiquent comme féministes. Et peut-être qu'aujourd'hui, elles paraissent un peu évidentes, peut-être même déjà vues ou un peu faciles. Mais rappelez-vous qu'on est à la toute fin des années 40 et que Greta Stern fait en fait ici preuve d'une immense inventivité, d'une justesse incroyable, mais aussi d'une ironie qui, en fait, jusque-là, était très peu valorisée dans l'art. Donc, l'ironie qui va devenir une arme essentielle du combat féministe. Malheureusement, ce travail incroyable va rester pendant très longtemps largement inconnu. En fait, quand Greta Stern va vouloir aller récupérer dans les années 60 ses œuvres qu'elle veut exposer, elle va aller les récupérer au siège du journal et elle va se rendre compte que le journal en a détruit une très grande partie, donc il reste qu'une quarantaine de ses photomontages, donc de ses rêves sur les plus de 150 qu'elle avait produits. Donc ses rêves et l'ensemble de son œuvre vont être pas mal exposés en Argentine où elle est encore connue et très souvent exposée, mais en fait elle n'est pas intégrée dans le récit dominant de l'histoire de l'art, elle est très peu connue. Puisque l'histoire de l'art s'est construite dans les grands centres où ont été inventées la modernité, donc principalement New York, puis Paris, Londres. Et en fait, ce qui a permis qu'elle ressurgisse un peu, c'est le fait qu'elle ait fait partie d'un mouvement, d'un cercle d'artistes qui a été identifié par les historiens de l'art, donc le Bauhaus en l'occurrence. Et donc ça a permis à différents chercheurs de l'identifier, de lancer les recherches à son sujet, de comprendre ce qu'elle était devenue après la guerre, ce qui montre qu'en fait, autant que le talent d'un artiste, en fait, compte le contexte dans lequel il a réussi à s'insérer, le réseau qu'il a réussi à créer, donc le réseau artistique, mais aussi le réseau des critiques, des commissaires d'exposition, des collectionneurs qui étaient autour de lui. Donc c'est tout ce qui compte pour créer la postérité d'un artiste, pour qu'il soit intégré à l'histoire de l'art. Donc grâce à son appartenance au Bauhaus, elle est restée quand même un peu identifiée et on a pu ensuite aller creuser, chercher ce qu'elle était devenue. Et par ailleurs, il y a aussi une volonté depuis quelques années de beaucoup d'historiens de l'art, de commissaires d'exposition, de curateurs, de sortir de cette dichotomie, donc centre-périphérie, et justement d'aller explorer les lieux de création d'art qui étaient considérés jusque-là comme secondaires, donc comme typiquement Buenos Aires, d'aller voir ce qui était passé et d'aller introduire des artistes extrêmement intéressants qui sont absents donc de l'histoire de l'art dominant, du récit dominant de l'histoire de l'art. Et en fait, c'est comme ça que Greta Stern a aussi été identifiée, a été reconnue comme une artiste hyper intéressante, grâce notamment à une exposition au MoMA qui s'est penchée sur la scène artistique de Buenos Aires et qui a identifié donc ces deux artistes, Horacio Coppola, donc son mari, et Greta Stern, pour en faire une exposition en 2015. Donc elle est arrivée dans un des plus grands musées du monde, un des musées les plus visités du monde. C'est une exposition qui a été très visitée, qui a aussi été très critiquée, parce qu'en fait, pour les visiteurs, la qualité de l'œuvre de Greta Stern était bien supérieure à celle d'Horacio Coppola, et les visiteurs ne comprenaient pas pourquoi elle n'avait pas une exposition personnelle, une rétrospective unique qui lui était dédiée, mais pourquoi on avait dû la mettre en parallèle avec son mari. Mais en tout cas, cette exposition a permis que Greta Stern soit connue d'un plus grand public, que de plus en plus d'autres expositions se créent sur elle, qu'elle apparaisse dans de plus en plus d'articles, que tout le monde, y compris moi, entende parler d'elle et continue à diffuser son travail, à faire connaître son travail à un maximum de monde. Donc c'est vraiment une artiste que je trouve hyper intéressante, à la fois pour ce qu'elle a produit, mais aussi pour comprendre comment s'écrit l'histoire de l'art, comment on entre dans l'histoire de l'art, comment on en ressort, comment on peut y réentrer. C'est une artiste qui est moins connue que les autres dont j'ai pu parler jusque-là, et surtout que Dora Maar, mais j'espère que vous allez aussi beaucoup partager cette vidéo, qu'elle vous aura autant
intéressé que ce que ça m'a intéressé. J'ai très hâte d'avoir vos réactions sur la vidéo, de lire vos commentaires, de lire vos messages privés. Et j'en profite aussi pour vous remercier aussi de tout le soutien dont vous faites preuve tout le temps depuis plus d'1 an maintenant. Voilà, je vous remercierai jamais assez. Et puis bon, on se retrouve dans 10 jours pour parler d'une autre artiste, dont j'ai très hâte de vous parler, d'une autre artiste photographe qui est donc liée au mouvement surréaliste. Ciao!